La politique drogue en France, elle date des années 70, c'est-à-dire qu'elle a presque 50 ans. Parce qu'aujourd'hui, ça bouge beaucoup ailleurs et que la France doit pouvoir s'en inspirer. Ceux qui sont les artisans de la prohibition, ils négligent toujours ce coût de la prohibition parce qu'ils supposent que ça va marcher. Il y a petit à petit une volonté peut-être de porter un effort de rénovation, de politique publique dont on doit assumer qu'elles n'ont pas donné les résultats qu'elles auraient dû donner. Et ça veut dire qu'à un moment, il faut oser se remettre en cause. Nous devrons sortir des croyances. Nous devrons sortir de cette peur du bien et du mal, du bon et du mauvais, pour affronter les vraies contraintes de la réalité. La régulation aujourd'hui, si on veut qu'elle triomphe, nécessite ce courage de ramener l'abstrait au concret pour avancer sur deux versants, politique économique et éducatif et éthique. Je crois que c'est ça la question. Il y a une question anthropologique de fond qu'il nous faut aborder à un moment donné. Quel modèle de société avons-nous mis en place qui offre tant d'espace pour ce type de comportement? Aborder les régulations, c'est aussi embrasser une dimension plus largement sociétale et politique. Par la mise en place d'expertises collectives, nous pouvons aider à la mise en place de politiques publiques à la hauteur des enjeux de nos sociétés addictogènes. Ainsi, nous pourrions espérer sortir de cette ambiguïté où chacun est poussé à toujours plus de consommation, mais où celui qui ne sait pas faire bon usage est marginalisé. La France, qui a quand même ce paradoxe d'avoir la loi qui est une des plus sévères d'Europe vis-à-vis de la consommation de cannabis, et qui en même temps est dans le peloton de tête des pays consommateurs. Vers de nouvelles régulations, la cohésion sociale est plus que jamais convoquée. La guerre à la drogue, si elle n'a pas réussi à créer la société sans drogue voulue par ses promoteurs, a sans doute eu des effets sur la représentation sociale de l'usage des drogues. Elle a coïncidé, en effet, avec un recul assez net du sens émancipateur qui lui était associé dans les années 60, au profit d'une représentation contemporaine beaucoup plus hard, prosaïque et désublimée. En matière de régulation des conduites, tous ces efforts qui cherchent à promouvoir des comportements favorables pour la santé des individus, elles se heurtent en concurrence à tous les acteurs qui cherchent à promouvoir au contraire des comportements inverses, donc promouvoir la consommation de tabac, d'alcool, etc. et qui sont très puissants en termes de marketing, qui vont jusqu'au bout de la démarche du marketing et jusqu'à vraiment un lobby très actif, notamment auprès des législateurs. Donc il est important de rappeler qu'il existe une grande diversité des rapports sociaux aux produits psychoactifs, mais le plus souvent, dans le champ du soin ou de la prévention, les usages sont appréhendés sous l'angle restrictif des addictions et donc de la question de la dérégulation des usages. Reprendre le contrôle du prix, ça passe par l'intégration de ces produits dans une filière légale, dans une filière encadrée, dans une filière régulée par l'État, évidemment. Première application, c'est la prévention et l'information. Ça passe par là, expliquer aux gens qui, que, quoi, comment, et à partir de là, on le décline. C'est-à-dire qu'en fonction, par exemple, des contextes professionnels, on va interdire dans certaines situations, on va contrôler dans d'autres situations, on va autoriser ou tolérer dans une troisième situation. Et voilà, donc c'est une adaptation. S'il faut un mot, c'est ça, c'est s'adapter aux consommations. C'est ça la société inclusive. Si on change effectivement le cadre de régulation d'un modèle prohibitionniste à un modèle où on a un marché, où la drogue, les stupéfiants, va falloir apprendre, ça va être l'éducation, aussi le mot-clé. Bon, on ne travaille que sur la régulation, c'est au cœur de notre boulot. Et puis après, les régulations, on essaye d'échanger notre point de vue avec d'autres professionnels qui ont d'autres impératifs. Après, voilà, on essaye de partager des points de vue avec la justice sur la régulation. Il y a beaucoup d'acteurs du judiciaire aussi qui sont assez d'accord avec notre point de vue. La question du professionnalisme, elle est compliquée puisqu'on a effectivement une expertise, mais qui est basée
sur notre expérience de l'usage. Donc pour nous, régulation, ça veut dire avant tout légalisation en fait. La régulation, c'est aussi la légalisation de certaines drogues, notamment du cannabis, pour assécher les mafias et puis faire que les usagers aient du bon matos pour leur santé. Concevoir le monopole comme un outil de prévention et de réduction des risques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas se préoccuper de façon prioritaire de la question fiscale. Travailler sur les prix, c'est plus difficile pour limiter la contrebande et adapter, et ça c'est l'essentiel, le monopole à la réalité sociale des usagers. Il faut l'autoriser. Il faut autoriser la culture personnelle. Il faut autoriser l'usage en société. Quand on évoque la régulation du marché du cannabis, les Cannabis Social Clubs sont une solution, une proposition qui a été élaborée par les usagers eux-mêmes. Pratiquement aujourd'hui, on voit des lieux où, par exemple, on laisse sa bouteille d'alcool à l'entrée, mais on a le droit de venir boire s'il y a un problème, si on le souhaite, à un moment donné. C'est sous contrôle. Une autre expérience que met le SAMU social de Paris, c'est aujourd'hui l'autorisation de pouvoir consommer de l'alcool dans sa chambre. Là, je parle d'un public qui a plutôt des problématiques d'alcool. Voilà, c'est-à-dire qu'on le voit de plus en plus. Travailler à l'intérieur à la réduction des risques est beaucoup plus positif et beaucoup plus finalement porteur de résultats que d'exclure, parce que c'est comme ça que ça se passait il y a encore quelques années, d'exclure la personne qui va consommer dans une structure. On peut voir par rapport aux pratiques émergentes, mais aussi aux nouveaux produits et à l'épidémie d'overdose qui sévit aux États-Unis, si ces produits-là arrivent et connaissent cette expansion énorme et aussi surtout mortifère, c'est qu'en fait la seule solution, bien entendu, c'est d'étendre les dispositifs de réduction des risques, mais pas uniquement en fait. La seule façon vraiment d'impacter et de changer la courbe de cette épidémie, puisque c'est une épidémie, c'est une régulation du marché qui induise des produits sécurisés. Et voilà, c'est l'idée d'une régulation qui parte finalement des comportements plutôt que d'une approche normative de l'État qui considère qu'on ne doit pas consommer, que c'est mal pour des raisons de santé publique, des raisons morales parfois. Les élus locaux de plus en plus se prononcent en effet pour qu'au moins un débat soit ouvert sur les questions de légalisation. Encore une fois, pour traiter et pour pouvoir en tout cas avoir une réponse plus pragmatique et efficace à la réalité des trafics dans les quartiers. On veut modérer les consommations, qu'est-ce qui est le plus efficace pour les modérer? C'est pas ce qu'on fait en tout cas. Voilà, ça c'est sûr et certain. Il y a des tas d'endroits dans le monde qui ont des législations différentes. Aux États-Unis aujourd'hui, il y a un habitant sur 5 qui vit dans un État qui a légalisé ou qui est en train de mettre en place un marché légal du cannabis récréatif. Ça représente en gros l'équivalent de toute la population française. Donc le 13 avril dernier, le gouvernement de la Justice du Canada a déposé le projet de loi C-45 qui vise à rendre légale la possession du cannabis le 1er juillet 2018. Donc le Canada serait le premier pays du G7 à carrément légaliser le cannabis. En fait, moi, ce débat sur la dépénalisation, je dois dire, il me déprime. Parce que sur la légalisation, etc. Parce que ça serait quand même beaucoup plus intéressant. J'espère que dans 5 ans ou dans 10 ans, les débats qu'on se posera, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut augmenter les taxes sur tel truc ou baisser un peu? Est-ce qu'il faut autoriser l'autoproduction ou la dissuader ou la réprimer? J'espère que c'est de ça qu'on parlera. Et pas encore pendant 10 ans de est-ce qu'il faut se priver de ces outils? Est-ce qu'il faut se priver de ces recettes fiscales? Est-ce qu'il faut continuer à alimenter les réseaux criminels à hauteur de plusieurs milliards par an? En tout cas, les conditions du débat public sont prêtes, sont réunies en tout cas, pour peu qu'on ne se focalise pas sur un produit, sur un mode de consommation, mais plutôt sur ce qui relève finalement d'un débat de société. C'est un débat que je dirais un débat démocratique. On a des fois tendance à voir ça comme un débat technique, un débat de santé publique. Alors c'est vrai, c'est un débat de santé publique, mais c'est aussi un débat fiscal, c'est aussi un débat politique de la ville, c'est aussi et surtout, j'aurais envie de dire, un débat sur les droits humains. La création d'un marché légal, réglementé, régulé par des outils existants en France est urgente.